commencer la préparation de notre premier parcours de programmation de pièces recto-verso. Nous allons donc importer une pièce qui nécessitera l'usinage sur deux faces afin de réaliser l'ensemble de la pièce. Pour ce faire, nous avons vu en classe que la meilleure façon de garantir l'alignement d'une face à l'autre était de procéder à l'usinage d'un simple gabarit de maintien. Il faut donc comprendre que maintenant, nous allons préparer trois groupes de parcours d'outils. Donc le premier groupe pour l'usinage du gabarit de maintien, le deuxième groupe pour l'usinage du recto et le troisième groupe pour l'usinage du verso. Nous allons donc procéder à la programmation complète de ce projet. Je vais commencer par aller ouvrir le fichier en question, le fichier que je vous ai fourni étant cuillère 2024, et je vais passer avec vous en revue l'ensemble des détails nécessaires à la programmation de cette pièce. Je commence donc par constater que c'est une cuillère toute simple, mais qui nécessite l'usinage sur deux faces pour respecter complètement la géométrie de cette pièce. Il y a donc, si je me mets bien en vue de face, je vois qu'il y a une courbe des deux côtés, j'ai un creux, donc je vais devoir usiner sur deux faces. Pour commencer, je vais créer mon cube capable. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer mon cube capable et positionner la pièce à l'origine que je veux placer ma pièce. Donc je vais dans l'onglet filaire, choisir la fonction cube capable. Je sélectionne ma cuillère et je valide. Je vais maintenant procéder à l'origine. Je place mon origine au centre, le centre absolu, ce qui fait en sorte que l'ensemble du débordement de la matière de mon cube capable va se placer sur les 6 côtés de ma pièce. Ensuite, je décide de placer des dimensions que je vais vous fournir. Vous allez répéter les mêmes. Des dimensions qu'on va appeler nominales. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas avoir des chiffres à virgule difficiles à couper sur une machine. On va aller avec des chiffres idéalement le plus rond possible. De façon générale, pour le Z, on va en épaisseur standard en ébénisterie. Pour l'instant, je vous fournirai une pièce de 0,75, donc 3/4 de pouce d'épaisseur. Pour ce qui est de la largeur maintenant, on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on va utiliser comme couteau pour l'usinage. Et en fonction du couteau que nous allons utiliser, nous allons nous mettre une surlargeur conséquente et suffisante pour installer des ponts de maintien pour que la pièce soit maintenue dans l'excédent du cube capable. Donc présentement, je voudrais m'ajouter, je sais que je vais usiner la pièce avec des couteaux d'un demi-pouce de diamètre. Donc si je calcule que j'ai nécessairement un débordement d'un demi-pouce de part et d'autre de la pièce, je dois minimalement m'ajouter 1 pouce. En plus de ça, je sais que je vais faire un parcours d'ébauche, donc je risque d'avoir une surépaisseur d'un huitième de pouce, encore une fois, de part et d'autre. Donc je me retrouve avec maintenant 1 pouce et quart. Et je veux quand même encore plus de matière pour m'assurer que l'ensemble du cube capable soit maintenu. Je veux que la chute soit maintenue complètement. Je ne veux pas qu'elle soit coupée. Autrement, il y a des chances qu'il y ait des déplacements lors de l'usinage. Donc là, j'ai dit que j'étais à 1 pouce et quart. Si je vais à 1 pouce et demi, j'ai à peine un huitième de pouce de part et d'autre. C'est pas beaucoup. Je vais aller avec des chiffrons, là. Donc si je m'ajoute présentement 1 pouce et demi, ça fait 3,45. Donc, c'est plutôt le minimum que je pourrais avoir. Je vais arrondir à la hausse à 4 pouces. Tiens, ça me semble assez généreux. On pourrait peut-être aller en deçà, mais pour l'exercice, ça sera suffisant. En longueur, ça va être un petit peu différent. On va passer de la même façon. Donc, on va se rajouter minimalement le 2 pouces que je viens d'ajouter en Y pour la longueur, mais je dois encore plus me mettre d'espace pour m'assurer de pouvoir fixer les vis. Parce que comme je vous ai déjà raconté en cours, nous allons fixer la pièce dans un gabarit de maintien de façon mécanique. Donc, je vais visser dans les coins et je veux m'assurer qu'il y ait assez d'espace dans les extrémités. Donc, je trouve que 2 pouces, ce n'est pas suffisant. Je vais me rajouter 4 pouces au total. Donc, si je fais un plus 2 pouces, bon, j'arrive à 12,5. Je vais arrondir à la hausse, toujours à 13 pouces. 13 pouces me semble plutôt bien. On va aller avec ces dimensions-là pour l'instant. Donc, je valide et j'ai mon cube capable ici. Ensuite, la prochaine étape, c'est de la positionner à sa place. Donc, je devrais normalement la positionner à l'origine. Donc, je pourrais faire déplacer à l'origine, choisir le coin qu'on prend habituellement, donc le coin inférieur gauche de la face inférieure, et le positionner à l'origine. Par contre, j'ai dit qu'on allait utiliser un gabarit de maintien. Et pour utiliser un gabarit de maintien, je dois avoir de la matière tout le tour de ma pièce, donc un débordement en X, Y et en Z pour m'assurer que la pièce soit bien maintenue. Donc, ce que je fais de mon côté, après avoir positionné la pièce à l'origine, je refais une translation des dimensions supplémentaires qui me seront nécessaires pour positionner la pièce dans le gabarit de maintien. Donc, j'effectue la fonction translation.
Et je vais me laisser un débordement en XY de 2 pouces et 2 pouces. Puis, donc j'active la fonction en déplacer plutôt qu'en copier. Je ne vais plus la copier. Et en Z, bien sûr, ça dépendra de l'épaisseur du gabarit de maintien que je prendrai. Nous, ce qu'on va utiliser dans le cours, ce sera toujours de la mélamine de 5/8 de pouce. Donc, le gabarit de maintien nécessitera une poche d'une petite profondeur. Je vais donc toujours être en bas de 5/8 de pouce. Moi, je trouve qu'un demi-pouce, c'est très bien. Ça me fait une poche d'1/8 de pouce. C'est amplement suffisant pour que ma pièce soit bien maintenue en XY. Et l'avantage de faire une poche en ayant une profondeur constante, c'est que j'ai également un nouveau référencement en Z. Donc, la position de ma pièce capable est garantie à l'usinage sur la machine directement. Donc, je n'ai pas de risque de décalage. Je préfère donc surfacer le fond de ma poche et les pourtours, donc X, Y et Z. Je valide donc ma translation. J'ai positionné ma pièce où elle sera. Comme ça ici. Ensuite, je suis maintenant prêt à programmer, à préparer plutôt le travail pour mes 3 groupes de parcours d'outils. Je vous ai dit que je faisais 3 groupes de parcours d'outils, mais je préfère y aller avec 3 groupes machines. Vous allez comprendre pourquoi c'est plus pertinent de faire des groupes machines que des simples groupes de parcours d'outils. Donc, je vais me créer 3 groupes machines. Je peux directement aller dans l'onglet machine, sélectionner dans l'onglet router la machine que j'ai utilisée pour mon premier groupe, ici la Thermwood, et en cliquant dessus, j'ai un deuxième groupe qui apparaît. Je le refais une deuxième fois et j'ai un troisième groupe qui apparaît. Donc, je vais les distinguer de cette façon-ci. Je vais les nommer d'emblée. Comme ça, on saura de quoi qu'on parle. Donc, le premier groupe sera pour le gabarit. Le deuxième groupe sera pour le recto. Et le dernier groupe sera pour le verso. Donc, je vais en travailler un à la fois. Je commence par le gabarit. Je vous fournis une pièce pour le gabarit de mélamine 5/8 de pouce de 12 pouces par 24 pouces. Donc, on va la dessiner brièvement. Je me fais un simple rectangle pour l'instant qui fera 12 pouces de haut et 24 pouces de large. Ça me donne un gabarit comme ça. Ça va être à peu près ce que je vous fournirai en classe. Donc, je vais valider et je dessine ce rectangle-ci pour configurer mon brut à la machine 1. Je peux maintenant procéder à la configuration du brut. Je vais sélectionner les 2 coins, la façon habituelle que l'on utilise la configuration du brut. Je commence à l'origine, je vais à l'autre coin. Bon, comme j'ai dessiné un simple rectangle, je vais rajouter manuellement mon épaisseur, donc de 5/8 de pouce. Je l'ajoute également dans les décalages, car je suis en Z positif. Et je finis la configuration de ma machine. Donc, je décoche attribuer numéro d'outil séquentiel, comme d'habitude, et j'ajoute la bibliothèque d'outils. Donc, vous prenez la plus récente que vous avez, et je valide. Donc, ma machine 1 est maintenant configurée. Ensuite, je vais préparer la programmation pour ma poche. Pour faire ma poche, je vais donc me fier ici à ma pièce capable. Et ce que je préfère faire, c'est de dessiner directement mon jeu fonctionnel. Donc, je vais prendre le rectangle capable de ma pièce capable et je vais modéliser le jeu fonctionnel pour programmer directement à ma poche. Je préfère y aller de cette façon-ci plutôt que de trichant sur épaisseur. Vous pouvez y aller directement comme vous le souhaitez. Moi, la façon que je préfère, c'est d'aller comme ça. Alors, je fais un décalage de chaîne. Je sélectionne la chaîne inférieure qui elle est déjà positionnée au bon Z. Je valide. La direction de décalage, je la veux à l'extérieur, car je veux une surépaisseur positive. Et mon jeu fonctionnel habituel est de 0,005. Doublé, ça me fait 0,01. C'est très bien généralement. J'ai de bons résultats avec ça. Je la copie, je ne veux pas la déplacer, car je veux garder mon cube capable original. Et je valide. Je me retrouve maintenant avec 2 lignes. Il faut zoomer très très proche pour bien constater que j'ai 2 lignes, puis c'est correct comme ça. J'en profite tout de suite pour dessiner les coins. Donc, si j'usine un rectangle tel quel, mes coins seront arrondis et je ne veux pas ça. Donc, je vais utiliser la fonction congé et je vais utiliser le congé en chaîne pour appliquer un congé sur l'ensemble de la poche que je viens de dessiner. Et si je reste dans la fonction congé standard, vous allez voir que les congés sont intérieurs. C'est ce que j'aurai comme résultat d'usinage. C'est pas ce que je veux. Dans Mastercam, on a l'option garde. Et si je l'active, j'ai maintenant les petits coins qui sont décalés qui vont me permettre de faire un gabarit de maintien parfait pour qu'une pièce rectangulaire fitte à l'intérieur.
Donc, je vais usiner ma poche avec un couteau d'1/2, je le sais d'avance. Je me dessine toujours un rayon un petit peu plus gros. Je trouve que ça donne un plus beau résultat à l'usinage. Et si je laisse la garde à 0, mes coins vont être parfaitement alignés. Comme j'ai déjà dessiné un jeu fonctionnel, je pourrais le laisser comme ça, mais j'aime bien m'en rajouter un petit peu plus. Ce que ça fait, c'est que ça décale un peu mes cercles. Donc, mes coins ne viendront pas en conflit avec les cercles que je viens de dessiner. C'est parfait comme ça pour moi, je valide. J'ai maintenant ma chaîne. Si je fais Shift et clic, la chaîne qui est distincte de mon cube capable, c'est celle-ci que je vais utiliser pour programmer le parcours poche. Je vais y procéder maintenant d'ailleurs. Donc, dans l'onglet usinage, je vais sélectionner une poche. Je vais nommer mon nom de fichier NC gabarit cuillère. Comme ça, ce sera déjà fait. Et je sélectionne ce que je viens de dessiner ici pour usiner ma poche. Donc, je vais utiliser un couteau descendant 1/2. Le numéro 11 est très bien comme ça. Ce n'est pas un parcours très très complexe. Je ne change pas tous les paramètres pour l'instant. Vous pourrez le peaufiner. Moi, je mets 45% d'usinage, spirale parallèle, finition, profondeur finale, même si on fait tout d'un coup par réflexe. Et je mets tout en absolu. Enfin, les paramètres de transition, le dessus du brut, je sais qu'il est à 5,8. Je copie donc cette valeur que j'ajoute à mon plan de garde et à mon retrait. Et la profondeur, je sais qu'elle est de 0,5, mais je peux également aller la pointer en cliquant sur profondeur, en pointant sur le cercle que j'ai dessiné, qui est déjà à la bonne profondeur. En validant, j'ai maintenant la poche parfaitement programmée pour mon gabarit de maintien. Et comme j'ai configuré mon brut, je peux procéder à une vérification simulée et observer le résultat. Mon gabarit ressemblerait à ceci. Maintenant, je pourrais décider, comme je l'ai montré en classe, d'exporter le gabarit que je viens de simuler dans la vérification simulée. Dans l'onglet vérification, je peux procéder à l'option enregistrer le brut en STL. Je vais le faire pour vous le montrer, mais ce n'est pas nécessaire pour l'étape. Donc, je vais renommer mon fichier gabarit cuillère. Et en bas à gauche, je vois le temps de chargement de l'enregistrement. Bon, ça s'est fait plutôt rapidement. Je peux maintenant quitter la fonction et importer cet STL-là dans mon dessin. Donc, je fais ajouter. Je vais aller chercher le fichier gabarit cuillère et il se met directement en place. C'est génial. Donc, il est ici. Bon, moi, je le remets en blanc car je prendrai de la mélamine blanche. C'est pas nécessaire que vous l'utilisiez. J'aime bien le voir, puis ça nous permet de se préparer à l'autre étape qui, elle, sera nécessaire pour la partie du verso. Mais bon, je vous le montre quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une couche à part que je vais appeler gabarit. Et j'aime bien procéder de la sorte, comme ça je garde mes dessins, mais ils ne sont pas dans le chemin. Je sélectionne donc mon STL, je vais en profiter pour prendre la chaîne que j'ai utilisée pour programmer ma poche et la chaîne que j'ai utilisée pour créer mon brut de gabarit. Et je fais clic droit sur la couche que je viens de créer, déplacer les entités sélectionnées. Toutes ces entités-là sont maintenant sur cette couche-là et je peux la cacher. Comme ça, j'ai plus rien dans le chemin. Ils sont encore là si j'en ai besoin plus tard. J'ai maintenant fini de programmer ma poche. Je peux rabaisser l'ensemble du groupe de parcours 1 et procéder au groupe de parcours 2. Donc, je vais commencer par configurer mon brut, encore une fois. Pour l'instant, j'ai déjà dessiné mon cube capable, donc je vais sélectionner les deux coins pour avoir ce cube capable-ci. Donc, c'est la pièce de bois que je vais utiliser pour faire l'usinage du recto. Je finis de configurer ma machine, donc je décoche attribuer numéro d'outil séquentiel et j'attribue ma bibliothèque. C'est terminé. Donc, je vais procéder à un usinage, à une programmation toute simple, mais avant, si je procède à la programmation de ma pièce telle quelle, lors de l'usinage de la deuxième phase, je sais qu'il n'y a plus rien qui va la maintenir et elle va tomber lors de mon usinage. Je dois donc dessiner des ponts. Le désavantage de Mastercam, c'est qu'il n'y a pas d'option pour créer des ponts automatiquement sur une pièce 3D dans les parcours 3D. La façon la plus simple pour ma part, c'est vraiment de modéliser des ponts. Donc, on l'a vu un petit peu en classe, je vous le refais ici. Je vais procéder à l'extrusion de cylindre. J'aime bien commencer en vue de face pour m'assurer de faire un cylindre qui a environ l'épaisseur de ma pièce. Je me mets sur une des parties la plus mince ici et je vais modéliser un cylindre.
Donc, je me place à peu près au centre. J'extrude un cylindre qui est un petit peu plus petit que ma pièce. Je ne veux pas forcément qu'il déborde. Comme ça, c'est très bien. Puis, moi, j'aime bien extruder un cylindre qui fait 1,5 pouce de longueur. Je trouve que c'est une belle longueur qui me permet de bien programmer sans que ça soit trop long ou trop court. Donc, je le crée. J'en crée juste un pour l'instant. J'aime bien effectuer une rotation de ce cylindre-ci. Comme je sais que je vais placer un cylindre, donc un pont dans chacun des coins, j'en profite pour faire une rotation qui sera copiée. Donc, je change mon centre de rotation tout près, juste pour que mes ponts soient tous près les uns des autres. J'effectue une rotation de 90 degrés et j'augmente le nombre de copies, 3, 2 et 3. Donc, j'ai maintenant mes 4 cylindres qui seront rapidement positionnables. Pour les déplacer, j'en sélectionne un à la fois. Je fais un déplacement dynamique et je déplace un axe à la fois. Je trouve que ça va bien. J'aime bien aussi activer la transparence. Donc, le dernier icône en bas à droite active la transparence. Ça me permet de voir si j'ai bien rentré le cylindre dans mon solide. Le but, c'est qu'il rentre un petit peu. Même s'il ne rentre pas, c'est pas trop grave, mais il faut vraiment qu'il touche à la pièce. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je trouve l'idéal. Je le place dans cette position-là et c'est très bien. Donc, je vais les positionner les 4 rapidement. Toujours avec un déplacement dynamique. Je déplace un axe à la fois pour ne pas changer l'axe Z. Donc là, je les décale les uns des autres pour m'assurer que les ponts ne soient pas à la même place et réduire la vibration lors de l'usinage sur ma pièce. Donc, je place le troisième pont ici. Je me mets environ au centre. Je me mets sur l'extrémité. C'est parfait. Et le dernier pont. Donc environ au centre toujours. Puis près de l'extrémité. Quelque chose du genre. Là, je vois qu'ici, le pont dépasse. La partie de la cuillère ici est peut-être un peu plus basse que tout le reste. Et je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je n'ai pas envie que la zone de la cuillère ici ait un pont qui déborde, surtout sur la partie concave. Ça va être très difficile à sabler, donc je vais le descendre un tout petit peu pour le faire disparaître dans la masse. Si je regarde en dessous, il déborde. Je vais le rentrer un tout petit peu là, pour que ça soit un peu moins flagrant comme ça. Il déborde un petit peu encore en haut. C'est vraiment un détail, on ne le verra pas, mais je le descends quand même. Je préfère avoir à nettoyer un pont sur une face convexe qu'une face concave. C'est toujours plus simple à sculpter ou à poncer. Donc, j'ai mes ponts positionnés. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Et là, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour procéder à la programmation. Il me reste à créer une dernière entité. Dans l'onglet filage, je vais aller créer ma frontière silhouette. Comme je sais que j'en ai besoin plus tard pour la programmation, autant le faire maintenant. Donc, fonction frontière silhouette. J'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit, mettre la frontière à un autre Z que le Z0. Moi, je me mets en Z 3 pouces, comme je sais que ma pièce elle est assez mince. 3 pouces en haut de la pièce, c'est bien. Ça fait juste en sorte que la frontière est facilement visible. Moi, j'ai moins de contraintes visuelles comme ça, je trouve ça bien. Alors, je procède à la fonction frontière silhouette. Fin de sélection, je valide encore une fois la fonction et j'ai maintenant ma frontière en haut ici. C'est parfait. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour dessiner, programmer, c'est-à-dire. Pendant que j'y suis, comme j'ai déjà dessiné l'ensemble de mes géométries, je vais tout de suite créer une couche, parce que j'aime bien faire des calques distincts, et je vais l'appeler recto. Je vais tout mettre avec une sélection par fenêtre dans l'onglet recto, donc déplacer les entités sélectionnées. Ça me servira plus tard quand je voudrais cacher cette couche-là pour le verso. Donc, je vais faire une programmation toute simple de ma cuillère, un parcours 3D crête, ça ira très bien. Donc, puis, je vais nommer mon fichier NC cuillère recto. Et je commence toujours par la finition plutôt que l'ébauche. Donc, je mets une surépaisseur de 0 en paroi et en fond. Je vais sélectionner mes entités et là, je prends aussi mes ponts. Je les ai modélisés, je veux qu'ils soient usinés. Donc, je fais une sélection par fenêtre. Je prends l'ensemble. Ça me donne 16 entités, c'est bien correct. Je vais dans Contrôle de parcours pour ajouter ma chaîne frontière. Donc, je vais aller sélectionner celle que j'ai déjà dessinée ici. Les paramètres que je change sont point de contact et je veux une correction à l'extérieur en m'assurant qu'inclure le rayon de l'outil soit bien coché. Pour ce qui est de l'outil, comme je suis un parcours 3D, je vais aller prendre un couteau sphérique. Le plus gros possible, le numéro 34 sera très bien.
Ensuite, dans les paramètres de coupe, bon, je vois que j'ai déjà la valeur d'un dixième du diamètre de l'outil à 0,05. Donc, le chevauchement de passe, mon pas d'usinage est très bien comme ça. La dernière chose qu'il faut faire pour un parcours recto-verso, donc multiface, c'est d'aller dans le vertical-horizontal pour définir une profondeur maximum. La profondeur minimum n'est pas essentielle pour ce qu'on fait. On est dans une pièce simple pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication, mais la profondeur minimum, elle sera essentielle. En fait, c'est pour optimiser que les deux usinages des deux faces se rendent bien, débordent bien d'au moins la moitié de la pièce. Donc, j'active cette fonction et je vais lui dire de se rendre à la moitié de la pièce. Pour ceci, je vais aller utiliser le curseur et je vais cliquer sur le milieu de mon arête. Donc, je vois bien ici que je suis dans le milieu par le petit logo qui apparaît avec le X au milieu de la ligne. Et donc, ceci est le milieu. Je dois retirer le diamètre de mon outil, donc moins 0,25 dans le cas qui me concerne. Et j'ajoute la valeur de dépassement que nous utilisons à chaque fois en programmation CNC en impérial de 0,01. Donc, en ajoutant ces deux valeurs-ci, je sais que je vais dépasser le milieu de ma pièce de la valeur de mon outil et que j'ai un dépassement. Donc, je vais m'assurer qu'au recto et qu'au verso, j'ai retiré au moins la moitié de ma pièce. Ça va m'assurer que les deux faces soient coïncidentes à la fin. Enfin, paramètres de transition, je ne change rien. Les paramètres par défaut me conviennent parfaitement comme ça. Je valide. Et là, vous avez ici erreur de traitement de la face solide, fichier STL ou maillage. Ça se peut que ça arrive à certains d'entre vous. C'est arrivé en classe à certains d'entre vous d'ailleurs. Ça arrive chez moi ici. Je ne me l'explique pas, mais il y a une solution très simple pour corriger ça. Donc, je fais OK. On me demande de garder l'opération. Je veux faire oui, comme je l'ai déjà programmé. Et là, je vais aller sauvegarder mon fichier tout de suite, comme je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Donc, cuillère 2024, je vais l'appeler, tiens, Mathieu. Je valide. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller faire nouveau. Et je vais retourner charger le fichier. Donc, je vais faire ouvrir. Je vais chercher cuillère Mathieu 2024. Et si je demande de régénérer mon parcours d'outils, là, il calcule. Et ça fonctionne. Pourquoi? J'ai aucune explication à vous donner, mais ça fonctionne. Donc, si ça vous arrive, faites la même chose que moi. Enfin, j'ai programmé mon parcours de finition. Je vais faire mon parcours d'ébauche. Comme la pièce est très très mince, je vais faire une fausse ébauche. Donc, plutôt que de prendre un des parcours d'ébauche ici, qui selon moi prend un peu trop de temps pour une pièce aussi mince, je vais faire ce que je fais d'habitude, donc une finition trichée en ébauche. Donc, je vais copier le parcours de finition que j'ai déjà pris. Je fais clic droit maintenu. Je me déplace en avant, en arrière et je fais copier avant. Et je vais donc appeler celui-ci finition et lui ébauche. Et je vais modifier mon parcours d'ébauche. J'ai 3 valeurs à changer à chaque fois que je transforme un parcours de finition en ébauche. Donc seulement 3 endroits à modifier quelque chose. Je dois appliquer une surépaisseur. Donc ici, je vais mettre une surépaisseur d'un 16e de pouce simplement dans les parois et dans les fonds. Je ne change pas ma géométrie, c'est déjà bien fait. Dans les contrôles de parcours, je dois m'ajouter un décalage d'usinage de la même valeur que j'ai ajouté dans la surépaisseur de la géométrie du modèle. Donc un 16e de pouce ici. Ça, c'est mon deuxième paramètre à changer. Et dans paramètres de coupe, pour que mon débauche prenne un peu moins de temps, je vais me mettre un chevauchement de passe plutôt grossier. Ici, le rayon de l'outil, donc 0,25. Mon ébauche est programmée. Si j'ajoute ma finition, que je prends mes 2 parcours d'outils et que je vais les simuler dans la simulation vérifiée, je vais avoir un résultat plutôt propre de ma cuillère avec les ponts qui seront maintenus et usinés. Donc ça, c'est très bien. Maintenant que cette face-là, elle est bien programmée, donc supposons qu'elle est complète, je vais maintenant l'exporter en STL. Et là, cette étape-ci, elle est essentielle pour programmer le verso. Donc, vous devez le faire. Je vais dans Vérification, je vais dans Enregistrer le brut en STL, et je vais l'appeler cuillère recto 2024 Mathieu, et je l'enregistre. Là, j'attends que l'enregistrement en bas ici, Enregistrer le brut en STL, se fasse. C'est pour que ça prenne un petit peu de temps. On laisse la machine travailler.
Et voilà. Donc, je peux maintenant fermer cette fenêtre-ci. Et j'ai terminé de programmer mon recto. Je peux donc le diminuer et l'oublier pour l'instant. Je suis prêt à programmer mon verso. Et ça va être la dernière étape. Je vais dans Fichier et je vais ajouter le STL que je viens de générer par la vérification. Donc, mon fichier cuillère recto en STL. Et je l'importe directement comme ça, par-dessus ma cuillère actuelle. Il est déjà en bonne place et c'est parfait comme ça. Je valide. Maintenant, les prochaines étapes sont assez cruciales. Il faut faire bien attention à déplacer la cuillère que vous avez utilisée pour programmer et le fichier STL du recto que vous avez généré par la vérification. Il faut les déplacer en même temps, incluant les ponts aussi. Donc, pour ce faire, le plus simple, c'est de faire une sélection par fenêtre et je m'assure de tout prendre ce qui est ici. Et là, j'ai 3 options de rotation. Je dois faire une rotation de 180 degrés. Je peux le faire sur plusieurs axes. Mon axe le plus simple, c'est vraiment sur l'axe de la longueur de ma pièce. La plupart du temps, ce sera sur l'axe de la vue de droite. Donc, je dois me placer en vue de droite pour effectuer une rotation dans cette vue-ci. Ensuite, je peux aller faire l'option rotation et je fais une rotation de 180 degrés, une seule copie et je m'assure d'être en copié et non déplacé. Si je suis en déplacé, je vais perdre tout ce qui m'a été nécessaire pour programmer le recto. Et si j'ai des modifications à faire, je vais recommencer. Donc, je fais copier et je valide. En me mettant en vue de dessus, bien là, je vois les 2 cuillères qui sont côte à côte. Bien sûr, la partie ici qui sera utile pour le verso n'est pas encore à sa place et c'est correct, on la déplace à l'instant. Avant de procéder, je vais valider que toutes mes entités soient sur les bons calques. Donc, j'ai déjà créé la couche recto, je crée la couche verso et je m'assure de tout déplacer à la bonne place. Donc, je vais refaire la même manipulation pour le recto. Comme j'ai importé la géométrie, la nouvelle, je vais m'assurer de la déplacer aussi. Et je fais la même chose pour le verso. Donc, clic droit, déplacer les entités. Tout est donc dans le bon calque. Ensuite, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de déplacer l'ensemble des géométries du verso à la place du recto. Avec un déplacement dynamique, ça va très bien. Donc, je choisis le coin inférieur gauche sur la face inférieure et je déplace au même coin de référence. Je m'assure d'être en 3D. Vous voyez ici, c'est bien que je vous le montre, là. Si vous restez en 2D, vous étiez en 2D plutôt pour faire la frontière et je suis resté en 2D tout le long. On voit que mon axe Z n'apparaît pas, donc je suis incapable de me déplacer sur le bon Z. Je n'ai qu'à réactiver la fonction 3D ici. L'axe Z apparaît et je suis maintenant capable de m'ancrer sur les 3 axes à la fois. Et là, bon, l'utilité des couches était vraiment pertinente ici parce que tout est un par-dessus l'autre. Il y a trop de choses. Ça va être vraiment compliqué de se programmer. Je vais donc juste cacher le calque recto. Et là, il ne me reste que le STL qui m'a servi pour le brut et tout le reste de la cuillère à la bonne position. En ayant effectué la manipulation de cette façon-ci, je sais que l'origine est parfaitement bien positionnée de mon recto à mon verso. Je suis donc prêt à programmer. Je vais commencer par configurer ma machine. Donc, je configure le brut et maintenant, comme nous avons importé le STL de la face recto, plutôt que d'utiliser les 2 points que nous utilisons d'habitude, je vais plutôt prendre la fonction ajouter depuis une sélection et je vais aller sélectionner le STL en question. Et maintenant, vous allez avoir un maillage comme brut. Donc, vous êtes capable d'avoir un solide comme brut plutôt que des coins simples en fonction cube, par exemple. Et c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Alors, je finis de configurer ma machine, je décoche attribuer un numéro d'outil séquentiel, j'attribue ma bibliothèque d'outils, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est terminé. Maintenant, le STL que j'ai déjà utilisé pour la configuration du brut, je vais m'en débarrasser, je trouve qu'il est dans le chemin. Je vais me créer une autre couche, donc je vais tout simplement l'appeler STL recto. Et je vais déplacer seulement ceci dans cette couche-ci. Et je vais fermer le calque. Donc là, il n'est plus dans mon chemin, c'est parfait. Je trouve ça très, très bien comme ça. Ça me semble plus simple. Ensuite, pour programmer le recto, là, présentement, vous avez fait le plus dur. Pour la programmation du verso, on n'a qu'à copier les parcours du recto. Donc, je prends les 2 parcours ici. Je m'assure que les 2 crochets soient sur les 2 parcours d'outils. Je fais un déplacement copié comme d'habitude. Clic droit maintenu. Je me déplace dans le groupe de parcours d'outils 3 et je fais copier après. Je vais l'appeler cuillère verso.
Et là, il me dit qu'il voit déjà un numéro d'outil. Donc, c'est la distinction, la petite différence à faire quand on crée plusieurs groupes de machines. Il nous demande toujours de valider quand il y a un doublon d'outils. Ce qu'il faut faire ici, c'est de lui dire oui, utilisez l'outil existant plutôt que de vous copier un nouvel outil. Donc, c'est le même, on le garde, on fait oui. Là, il me dit les opérations copiées peuvent nécessiter une régénération pour s'afficher correctement. Oui, je le sais très bien. Donc là, mon parcours est déjà programmé. Je n'ai qu'à changer les géométries. Il me reste à aller dans la géométrie du modèle. Je vais désélectionner les entités que j'ai préalablement sélectionnées. Donc, je fais un clic droit ici. Je fais désélectionner. Je tombe à 0 entité et je vais resélectionner à nouveau seulement les entités qui m'intéressent. Donc, ici, les 4 ponts et la cuillère positionnés en verso. Donc, j'ai les 13 mêmes entités, mais qui sont dans la bonne position cette fois. Dans le contrôle de parcours, j'aime bien changer la géométrie aussi. Là, c'est une cuillère, elle semble symétrique, mais par défaut, il faudrait toujours la changer. Donc, je désélectionne et je sélectionne la nouvelle frontière qui est en bonne position. Et c'est tout. Mes paramètres sont déjà bien programmés. Donc là, j'ai mon ébauche de fait. Je fais la même chose pour ma finition. Et j'aurais techniquement fini de programmer ma cuillère du côté verso. Si je simule, comme j'ai bien programmé, comme j'ai bien configuré mon brut, c'est-à-dire, je devrais voir le résultat fini de mes deux usinages. Donc là, vous voyez qu'en dessous, j'ai bien la cuillère usinée à la face recto. Et lorsque je vais appliquer le parcours d'outils, je vois bien la cuillère qui est détachée partiellement, qui est maintenant maintenue par les 4 ponts que j'ai modélisés. Je vois que les ponts sont coïncidents. Donc, si je m'approche, je vois bien que les ponts d'une face à l'autre, ils sont bien usinés. Je n'ai pas de décalage apparent. Donc, mon positionnement était bon. Je peux donc présumer qu'à la machine, je ne devrais pas avoir de décalage, en tout cas pas dû à ma programmation. À partir de ce moment-là, vous avez terminé de programmer. Donc, l'ensemble de vos parcours d'outils sont faits. Vous avez configuré votre brut. Vous êtes maintenant prêt à exporter chacun des codes J de façon indépendante. Donc, on a déjà nommé les codes J. Vous allez donc avoir à exporter le premier code J qui s'appellera gabarit, le deuxième qui s'appellera recto et le troisième qui s'appellera verso. Donc, on pourrait optimiser le programme, on pourrait rajouter des parcours d'outils également, on pourrait programmer le perçage. J'ai dit aussi en cours qu'on serait en mesure maintenant, lorsqu'on a terminé de programmer la pièce, de programmer des perçages. Donc, on pourrait se dire maintenant que je vais aller tracer des perçages. Je pourrais mettre des perçages dans les 4 coins. Donc, bon, je vais me mettre un perçage, disons, à 1 pouce de distance en angle. Je vais faire des petits perçages de 1/8 de pouce de diamètre et je pourrais les programmer directement. Donc, je vais me faire une copie en miroir. Je vais me faire 4 perçages dans les coins. Comme ça, je m'en fais un ici. Je prends les 2 autres. Je refais une fonction miroir. Je vais dans le milieu, mais je change d'axe. Et là, j'ai mes 4 perçages dans les 4 coins. L'avantage de programmer les perçages à la machine, c'est qu'on s'assure que lorsque je vais fixer mes vis, j'aurai aucun conflit entre mes parcours d'outils et mes vis. Donc, en ayant mis mes 4 perçages ici, et en les programmant dans le gabarit, ben, je fais la poche, je perce dans les 4 coins et j'utilise ces trous-là pour fixer ma pièce. Donc, j'ai aucun risque de conflit entre la mèche que j'ai et la vis en métal. Donc, je ne risque pas de mettre le feu ou de casser l'outil. Alors, c'est terminé ici.